m'appelle Sidonie Marchal et je vais vous proposer une intervention sur les perceptions historiques du paysage, reconnaissance et effacement des marqueurs paysagers antiques à travers l'exemple du Biterrois. Donc, je suis historienne antiquisante de formation. J'ai travaillé quelques années sur l'organisation des territoires antiques de la Narbonnaise et maintenant je m'intéresse plus particulièrement à la réception de l'Antiquité, donc principalement de la Renaissance jusqu'à nos jours, et je travaille sur des notions qui tournent autour du paysage, du patrimoine et de la mémoire. Alors, de nombreux paysages du midi de la France sont aujourd'hui perçus comme culturels et patrimoniaux. Agissant comme des passeurs de mémoire, les paysages témoignent de la longue histoire de cette région et des différentes cultures qui, au fil des siècles, s'y sont épanouies. Parmi les époques historiques qui ont laissé leur empreinte dans le paysage, l'Antiquité est un référent culturel essentiel, sinon premier. C'est au cours de la période antique, en effet, que s'épanouissent en Narbonnaise les colonies romaines de Narbonne, Nîmes, Arles ou Orange. Ces sites ou ces cités incarnent dans l'imaginaire collectif le riche passé antique de la Gaule. Aussi, on peut dire que les paysages du Languedoc, c'est-à-dire l'antique Narbonnaise dans sa partie occidentale, peuvent être perçus comme des paysages en partie hérités de l'Antiquité. Le paysage est un ensemble de signes et ces signes visibles du paysage sont autant de marqueurs paysagers. Ils sont aussi des signes visibles porteurs d'identité que l'on peut considérer comme patrimoniaux. Alors si la définition de patrimoine, comme celle de paysage, est polysémique, on peut dire que l'objet patrimonial est un signe du passé, un objet porteur du temps. Et cette acceptation du terme de patrimoine témoigne de sa fonction anthropologique. Est patrimonial un objet auquel une société attribue une valeur mémorielle, historique ou esthétique. Aussi, comme le paysage, le patrimoine interpelle la mémoire. Inscrite dans ce cadre, donc, l'étude que je vous propose aujourd'hui s'inscrit dans le questionnement autour des perceptions culturelles et historiques des paysages, le recours à l'histoire permettant d'éclairer le processus de construction du paysage, mais aussi d'expliquer les politiques actuelles de valorisation, ou plutôt pour le Biterrois, le peu de politiques de valorisation culturelle. La question n'est pas ici de traiter de l'existence d'une conscience paysagère dans l'Antiquité, mais donc de la reconnaissance de ces signes visibles de l'Antiquité, on va dire, dans la longue durée. Donc notre champ d'étude sera la région de Béziers, le Biterrois, qui est le territoire de la colonie romaine de Béziers, colonie fondée en 36 avant Jésus-Christ par Octave pour les vétérans de la 7e Légion. Aujourd'hui, Béziers n'incarne pas dans l'imaginaire collectif une terre dotée d'un patrimoine et de romanité. Pourtant, au début du XVIIe siècle, elle va incarner pourtant une image de la romanité. Aujourd'hui, ces traces ont essentiellement disparu. Béziers ne possède aucun monument antique classé sur la liste des monuments historiques et son territoire n'est pas l'objet non plus d'une politique de valorisation de la part du ministère de la Culture. Elle n'est par exemple pas classée comme un pays ou une ville d'art et d'histoire. Alors, je vous propose d'étudier le processus de construction puis de déconstruction des marqueurs paysagers antiques. Nous l'avons rappelé ce matin, les premières représentations des paysages étant celles d'une élite artistique ou savante qui va artialiser ou métaphoriser la vision du pays. Cette étude va essayer de questionner les schèmes culturels qui peuvent expliquer en Biterrois la reconnaissance puis l'effacement de ces marqueurs paysagers antiques de la Renaissance jusqu'à nos jours. Alors, l'invention du paysage biterrois au début du XVIIe siècle coïncide avec l'invention d'un paysage qui est, lui, marqué par l'Antiquité. La première représentation paysagère de Béziers date de 1616. C'est une vue réalisée par un jésuite, mais c'est dans la décennie suivante que Béziers devient un territoire chargé d'antiquité. Les premières représentations artialisantes de ce territoire datent de 1628. Elles sont réalisées par un peintre biterrois qui s'appelle Pierre Barral de Metz, dans un recueil intitulé « Récit des anciens monuments qui paroissent encore dans les départements de Première et Deuxième Narbonnaise ». Elles font partie d'un recueil qui est signé de Anne de Roulman, qui comprend essentiellement une étude historique sur la cité de Nîmes. Roulman était en effet juriste, avocat au présidial de Nîmes. C'est un curieux d'archéologie. Il est considéré comme un des premiers antiquaires de Nîmes. Alors, les planches, donc celles-ci sont bien les planches de Pierre Barral de Metz, constituent le premier témoignage iconographique des signes visibles de l'Antiquité. Donc elles sont réalisées par un peintre reconnu. Il a notamment travaillé pour le pouvoir ecclésiastique de Montpellier.
Il va représenter l'amphithéâtre de Béziers et un site qu'on appelle le Temple de Vénus. Alors vous avez ici le site qui est l'amphithéâtre de Béziers. C'est une vue d'une grande modernité dans la planche qu'il y consacre, puisqu'en fait, ces deux planches sont une même planche sur laquelle se trouve un volet rabattable qui va permettre de remonter les colonnes, qui sont certainement pour Pierre Barral les signes visibles de l'Antiquité. Donc il procède à ce qu'on appelle un volet rabattable hypostylite. Il relève les colonnes et il offre une autre planche, alors qui est un petit peu difficile à représenter puisqu'elle mesure en réalité plus d'1 mètre de long. Donc c'est une planche qui se déplie, qui va présenter le site qu'on appelle le Temple de Vénus. En fait, c'est plutôt une villa du 1er siècle après Jésus-Christ qu'on a pris pour un temple et qui représente en fait une vue artialisée puisqu'on a une représentation dans la profondeur et la verticalité. Vous avez ici en fait la représentation du phare de Vendre. Alors, ces premières représentations iconographiques de l'Antiquité et des paysages antiques du Biterrois s'inscrivent à un moment où la reconnaissance de cette Antiquité est un fait établi. Dans sa somme historique, Guillaume Cattel, qui était un conseiller au Parlement de Toulouse, rédige un texte qui fait de Béziers une grande cité antique qui va se parer de tous les attributs caractéristiques d'une cité romaine. Donc le texte est un petit peu long, mais il cite Béziers en même temps que Toulouse et Nîmes. Béziers a donc un amphithéâtre, comme Nîmes, un temple, comme Nîmes également, et un aqueduc, comme le pont du Gard, si vous avez un petit peu le temps de lire le texte. Donc la reconnaissance de l'Antiquité du Biterrois dans les décennies 1620-1640 s'inscrit, si on interroge le schème culturel qui est opérant, s'inscrit dans la continuité du mouvement initié à la Renaissance en Italie, qui voit naître à la fois le paysage et les signes architecturaux et monumentaux de l'Antiquité romaine. Depuis la deuxième moitié du XVIe siècle, en effet, érudits, antiquaires, historiens ou voyageurs entament un grand recensement des vestiges antiques de la Narbonnaise. À l'heure où sont identifiés les sites de Nîmes, Arles et Orange, le filtre antiquisant est aussi opérant pour le Biterrois. Donc le manuscrit que l'on vient de voir de Pierre Barral et Anne de Ruhlmann s'inscrit dans ce schème culturel qui vise à faire reconnaître un passé antique à la province du Languedoc. Je pense que cette reconnaissance est davantage que la simple gloire du passé antique du Languedoc. L'émergence de la notion de paysage s'accompagne de la promotion de l'individu, comme le paysage témoigne d'un espace devenu au XVIe siècle un espace anthropocentrique, qui est aussi un espace qui devient laïque. Cette laïcisation de l'espace est particulièrement féconde dans le regard des érudits réformés, protestants, dont fait partie Anne de Ruhlmann. L'espace est désormais perçu à l'échelle de l'homme, il se dépouille de ses références religieuses et nombre de reconnaissances de vestiges de l'Antiquité ont été faits par des observateurs issus de la réforme protestante. Contemporaine de l'émergence d'un paysage laïque, cette reconnaissance des vestiges antiques s'inscrit dans un contexte de déchirement religieux au Languedoc. On est en effet pendant la période des guerres de religion. Et Anne de Ruhlmann dédie son ouvrage, qui est un ouvrage historique, à Louis XIII, qu'il va comparer à l'empereur Adrien. Adrien étant traditionnellement perçu comme un empereur pacifique ou pacifique. Donc, le manuscrit de Ruhlmann témoigne vraisemblablement, comme sa démarche, témoigne vraisemblablement d'une quête de paix civile, d'une recherche de la fameuse Pax Romana, et vraisemblablement, dans l'imaginaire du début du XVIIe siècle, les ruines de l'Antiquité sont associées à une image de paix civile et de concorde. Elles peuvent également représenter une nostalgie de l'unité perdue du monde chrétien. Aussi, dans les premières représentations artialisées du Biterrois, les ruines antiques sont premières dans la hiérarchie des signes visibles de l'espace. Pourtant, cette perception de l'Antiquité tend à s'effacer, on va dire dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, et la construction du canal royal du Languedoc, plus connu maintenant sous le nom de canal du Midi, constitue une première rupture paysagère et patrimoniale. Donc le canal a été construit en 1682. Et à partir de cette date, ce ne sont plus les éléments antiques qui vont polariser le regard des peintres, des historiens ou des artistes, mais l'ouvrage de Paul Riquet. C'est ce qu'on peut voir du moins dans la littérature de voyage ou dans la littérature du Grand Tour au XVIIIe siècle. Le canal donc devient premier dans la hiérarchie des représentations littéraires et picturales. Il est à la fois un moyen et un objet du voyage.
Et si cette rupture est efficiente dans les représentations artialisées, elle est d'abord dans le paysage lui-même. Je vous montrerai une photographie aérienne tout à l'heure où le canal a profondément, la construction du canal a profondément changé les paysages du Biterrois. Dans la fin du XVIIe siècle, on peut dire que ce qui concentre l'attention et ce qui va fixer les éléments du paysage, ce sont les ouvrages d'art qui sont neufs et qu'on a ici un renouvellement de la perception paysagère et patrimoniale. Et ce, d'autant plus que c'est du Biterrois qui est originaire Paul Riquet, qui est le créateur du canal. Et qu'à Béziers, on trouve deux ouvrages majeurs du canal du Midi qui sont ici. Alors la photographie n'est pas très jolie, c'est celle des monuments historiques pourtant. Les 9 écluses de Fontserrane. Et on trouve aussi à côté de Béziers, donc c'est un dessin du 19e siècle, le percement de la colline du Malpasse. Donc vous avez l'oppidum dans ses runes et la colline qui a été percée pour laisser passer le canal. Cet effacement donc des signes se confirme, pour faire un petit peu plus rapide, dans la première moitié du XIXe siècle, comme en témoigne le guide du voyageur dans le département de l'Hérault, en esquisse d'un tableau historique, pittoresque, commercial et statistique de ce département. C'est un ouvrage publié en 1827 par un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Hamelin, qui était professeur de dessin à l'École royale du génie de Montpellier. Ce guide du voyage s'inscrit au début du XIXe siècle dans le mouvement qui voit se multiplier, au moment de l'éclosion du voyage romantique, les études scientifiques, statistiques, dans le sillon des travaux qu'avait menés la monarchie finissante, la Révolution et puis l'Empire. Alors, quelles sont les images du Biterrois qu'on peut voir au début du XIXe siècle ? Du Biterrois, Hamelin va évacuer la romanité. Ses représentations paysagères se concentrent sur la cathédrale Saint-Nazaire, qu'on voit ici, sur les fontaines et les moulins. De la campagne avoisinante, il dessine les châteaux, les églises, donc ici vous avez un château, ou les clochers dans des vues assez générales. Les représentations qu'on trouve ici au début du XIXe siècle sont donc conformes au canon esthétique de cette époque. Dans la hiérarchie de Hamelin, le style gothique est premier. Il considère par exemple que la cathédrale Saint-Nazaire, qui est gothique, est d'une belle architecture gothique, alors que l'église Sainte-Madeleine, qui est une église romane, lui, il trouve qu'elle n'offre rien. Il va citer pourtant Hamelin il va citer l'amphithéâtre de Béziers, le pont et le temple, mais il dit de l'amphithéâtre qu'il voit lui-même de ses propres yeux. Il dit qu'il n'offre qu'un souvenir informe. Et le temple de Vénus, lorsqu'il le visite, ne provoque chez lui que déception finalement et moquerie. Aussi, donc depuis la fin du XVIIe siècle jusqu'au XIXe siècle, on voit un effacement des signes d'antique du paysage. Cet effacement est une non-reconnaissance, et cette non-reconnaissance va accentuer encore la disparition des vestiges antiques. Au siècle de la naissance de l'idéologie patrimoniale, Béziers et le Biterrois n'attireront pas les artistes romantiques, qui pourtant sont à l'origine des premières mesures de protection patrimoniale. Prosper Mérimée ne cite pas Béziers dans ses voyages dans le Midi de la France, et à l'heure où le pont du Gard, la maison Carrée, l'amphithéâtre de Nîmes, etc., ou d'Arles sont classés monuments historiques en 1840, le premier ouvrage de Béziers qui est protégé est la cathédrale Saint-Nazaire. Les sites antiques sont absents de ce classement, comme ils le sont toujours aujourd'hui, ce qui veut dire que même l'archéologie n'aura pas réussi à fixer un nouvel imaginaire sur des sites antiques. Aussi, l'étude des représentations paysagères du Biterrois tendrait à montrer finalement que la région de Béziers n'a pas d'identité paysagère particulière. Les représentations iconographiques et littéraires suivent les grands schèmes de l'histoire culturelle. La Renaissance finissante valorise l'Antiquité, la période Louis XIV les marqueurs de la puissance royale et le XIXe siècle le gothique. On a ici donc des artistes qui mettent en œuvre des filtres de perception et qui vont hiérarchiser les paysages selon les canons esthétiques propres à leur époque. On voit que c'est effectivement un filtre esthétique, puisque si on prend l'exemple de l'amphithéâtre, on voit que la reconnaissance ou l'effacement de l'amphithéâtre n'est pas fonction de son degré de conservation. En fait, l'amphithéâtre, à l'époque moderne, ne représente n'a plus qu'une portion de la galerie annulaire en élévation. Le site a été démantelé et partiellement démoli au IIIe siècle après Jésus-Christ. Il sert de carrière au Moyen-Âge. On sait qu'il est remblayé au XIIIe siècle. Et donc finalement, entre le XVIe et le XIXe siècle, l'édifice est quasiment dans un état identique. Ce qui tendrait à montrer que ce n'est pas le degré de conservation de l'édifice qui prime, mais la perception culturelle qu'on a des paysages du Biterrois.
Alors, donc là, il y avait une description, par exemple, d'un village qui est celui de Marossan au début du 19e siècle, qui montre l'intérêt pour le gothique et surtout le pittoresque. Alors, l'Antiquité, pourtant, si elle n'est pas présente dans des représentations iconographiques artialisantes, reste tout de même une matrice puissante de l'organisation paysagère du Biterrois, puisqu'en fait, elle a marqué de son empreinte les paysages ruraux et urbains. Les signes de l'Antiquité ne sont pas seulement visibles par leur élévation, ils le sont à la surface du sol au niveau du parcellaire. En effet, le paysage urbain, mais surtout rural, agit comme un véritable document archéologique qui conserve la mémoire des modes d'organisation de l'espace des sociétés antiques. Alors, en ce qui concerne le paysage urbain, si l'amphithéâtre a été l'objet de peu de représentations iconographiques, alors vous avez ici la représentation, ne fonctionne pas très bien, d'Anne de Ruhlmann qui va remonter les colonnes. Au-dessus, vous avez une représentation de l'amphithéâtre aujourd'hui, c'est-à-dire quasiment rien du tout, et à côté une photographie aérienne. Donc si l'amphithéâtre a été l'objet de peu de représentations iconographiques, il n'en demeure pas moins qu'il a marqué de son empreinte l'urbanisme du quartier qui l'entoure. Le quartier Saint-Jacques conserve la mémoire de l'édifice. La Kaouéa de l'amphithéâtre est devenue un jardin public, ici au centre de la photographie aérienne. Et le parcellaire urbain du quartier réactive la forme elliptique de l'édifice. L'élévation est effacée, mais la mémoire est conservée dans le parcellaire. Les problématiques sont quasi identiques avec le paysage rural. Alors, je vous ai mis ici une image de la survivance des matrices cadastrales antiques, donc qui était mon premier sujet de travail, autour du site qui est l'étang de Vendre, comme on dit en biterrois, là où il y a le fameux temple de Vénus, qui est en fait une villa du 1er siècle. Les paysages ruraux conservent la mémoire des matrices cadastrales antiques, donc les grandes opérations d'arpentage menées par Rome, en gros du 2e siècle avant Jésus-Christ au 1er siècle après, et nombre encore de traces dans le parcellaire, dans l'implantation des villages ou des villas, conservent la mémoire de la matrice antique. Donc, si les paysages sont marqués par l'Antiquité, la question qui est posée maintenant est de savoir est-ce que ces survivances dans le parcellaire peuvent être l'objet d'une artialisation. Alors, de manière générale, donc les historiens et les géographes rappellent que la représentation d'un parcellaire pose problème par rapport à cette notion même de paysage. La première difficulté relève de l'histoire de la représentation du paysage rural. Avec l'avènement de l'idée d'une beauté pittoresque, a été évacuée toute trace de l'exploitation agricole des campagnes. On dit que les paysages de campagne ont été désagricolisés. Et donc la mise en paysage a effacé les signes de la présence agricole qui est celle du parcellaire. La seconde difficulté relève de la notion même de paysage et de son point de vue, puisque contrairement aux vestiges architecturaux, le parcellaire ne se matérialise pas par une élévation. Il faut avoir un point de vue surplombant pour avoir une vue dominante sur le parcellaire. Alors, si cette possibilité d'artialisation du parcellaire est relevée de manière générale, le Biterrois propose quand même 2 contrepoints par rapport à la représentation d'un parcellaire. Ici, la première représentation parcellaire d'un paysage que vous avez, qui est fait par Albert Fabre dans l'Hérault illustré en 1877. Il va représenter en fait ici le parcellaire radioconcentrique de l'étang de Montady, qui est un étang qui a été asséché en 1247. Je conclus. La deuxième représentation qu'on peut proposer, c'est celle d'un peintre biterrois qui va proposer une vue de l'arrière-pays, qui va insister notamment, donc vous avez un petit bâtiment agricole qu'on appelle un mazet, qui est le bâtiment où les vignerons, enfin les travailleurs viticoles stockent leur matériel, et la présence d'un parcellaire qui a l'air orthonormé à l'arrière, comme pouvaient l'être les parcellaires antiques. Alors, en conclusion, les premières représentations paysagères du Biterrois, on l'a vu, vont suivre finalement tous les grands courants culturels qu'on va rencontrer du XVIe siècle jusqu'au XXe siècle. La période de la Renaissance valorise l'Antiquité, l'idéal de paix civile. Ensuite, ces signes tendent à s'effacer pour valoriser l'idée de modernité avec la construction du canal et puis les perceptions qui sont gothiques
pittoresque au XIXe siècle. Sur une période de plus de 200 ans, le paysage passe ainsi d'une perception laïque, ouverte à l'influence italienne, à une perception nationale. La perception des paysages prend alors une dimension au XIXe siècle patriotique, sans racines dans le sol, et perd sa notion cosmopolite. On l'a vu, la mémoire de l'Antiquité n'a pourtant pas disparu, elle est diffuse au niveau du parcellaire. Et cette valorisation du parcellaire n'est pas sans poser difficulté. On l'a vu au début de mon intervention, le peu d'opérations de public, politique, culturelle, valorisation patrimoniale en Biterrois. Alors juste peut-être pour conclure 2 exemples, un travail de valorisation patrimoniale et paysager est mené par une association qui s'appelle le Parc culturel du Biterrois et qui a pour but de promouvoir la découverte des paysages hérités de l'Antiquité, notamment à travers le vignoble. Alors j'avais plus qu'un petit dépliant en anglais, c'est une carte avec un circuit à faire sur les paysages viticoles notamment. Et puis la dernière chose peut-être pour illustrer tout le travail qui est encore à faire sur la conscience de la haute valeur paysagère et patrimoniale donc, du Biterrois est une affiche réalisée par la région Languedoc. Donc c'est une photographie aérienne qui montre alors en son centre le fameux parcellaire radioconcentrique de Montady. Vous avez en dessous une colline qui s'étire, c'est l'Oppidum d'Ancerunes, qui est un site proto-historique dont l'occupation commence au VIe siècle. Et vous avez un petit liseré vert, ici, qui est en fait le canal du Midi. Simplement pour montrer la méconnaissance et pour conclure de la valeur patrimoniale et paysagère du Biterrois, Oppidum d'Ancerunes, il est écrit sur le commentaire Hérault, l'irrigation façonne le paysage depuis l'époque gallo-romaine comme à l'Oppidum d'Ancerunes. Alors en fait, on ne monte pas l'Oppidum d'Ancerunes, on monte le parcellaire radioconcentrique de Montady. Et précision importante, il ne s'agit pas ici d'irrigation, il s'agit du drainage de l'étang de Montady. Et puis celui-ci ne date pas de l'époque gallo-romaine, mais il date de l'époque médiévale. Je vous remercie.